Premier défi des chercheurs, trouver une substance qui ait un effet marqué et relativement rapide sur le système immunitaire. On a eu de la difficulté à trouver une substance capable de stimuler la réaction immunitaire sans effet secondaire. On a cherché longtemps et puis soudain on a constaté que l'adrénaline induit, sans effet secondaire, un accroissement de l'activité des cellules tueuses. Voilà. Lorsqu'on est inquiet ou excité, notre corps libère de l'adrénaline. Une étude menée avec des parachutistes avait montré que l'adrénaline accroît l'activité des cellules tueuses naturelles, un élément clé de notre système de défense. Le groupe allemand a voulu voir si on peut provoquer le même effet d'activation par conditionnement. Autrement dit, est-ce que l'esprit peut stimuler la réaction immunitaire? On a injecté de l'adrénaline à 48 volontaires et pendant l'injection, on leur a donné un bonbon au sorbet au goût franc et pétillant. Pendant 4 jours, l'équipe a associé le goût du sorbet à une injection d'adrénaline. Le 5e jour, à l'insu des volontaires, on a remplacé l'adrénaline par une solution neutre. Cette fois, il n'y avait pas d'adrénaline pour faire grimper la réaction immunitaire. Le simple goût familier du sorbet allait-il provoquer l'activation bénéfique des cellules tueuses naturelles? On a prélevé du sang de nos sujets et comme vous allez le voir clairement, dans un moment, voilà. Voici l'échantillon prélevé avant le bonbon au sorbet et celui-ci a été prélevé après. On aperçoit ici les globules rouges et là, les globules blancs. Or, si on compare les deux échantillons, on constate que cette bande-ci est presque le double de celle-là. Cela veut dire que la réaction apprise par l'esprit a provoqué un accroissement de l'activité et de la réactivité des cellules tueuses. Les médecins ne pouvaient que conclure qu'il est possible de conditionner les gens à accroître le nombre et l'activité de leurs propres cellules tueuses. On pense que ces cellules peuvent détruire certains types de cellules cancéreuses. Notre état d'esprit pourrait-il nous aider à combattre le cancer? On avait de bonnes raisons de croire que les cellules tueuses naturelles contribuent à retarder la propagation du cancer du sein. Pendant 3 ans, 2 chercheurs ont analysé le sang de 2 groupes de femmes et mesuré l'activité de leurs cellules tueuses naturelles. Les résultats sont renversants. On a trouvé plusieurs différences immunologiques entre les 2 groupes. Chez les malades qui avaient pratiqué la relaxation et l'imagerie, on a constaté une activation de certains globules blancs qu'on croit importants pour cibler et tuer les cellules cancéreuses. Voici 2 cellules tueuses naturelles qui attaquent une cellule cancéreuse. L'étude sur le cancer du sein a révélé que les cellules tueuses naturelles sont plus actives chez les femmes qui ont pratiqué la relaxation et l'imagerie de manière intensive et constante. Ce n'est pas un remède, mais combiné au traitement habituel du cancer, cela pourrait contribuer à retarder la diffusion des métastases. Il est difficile d'en préciser la portée, mais cela laisse entrevoir qu'on peut accroître le nombre et la concentration de ces cellules dans le sang, et peut-être ont-elles un effet contre le cancer. Et le cerveau. Dans le marché, on trouve déjà toutes sortes d'appareils d'exercice cérébral. En synchronisant des stimuli visuels et sonores, on cherche à exciter les neurones et à renforcer les connexions cérébrales. There's a real spectacular change, like kind of Picasso.
Dans les années 1970, le biologiste montréalais Bernard Grade a tenté de vérifier s'il se passait vraiment quelque chose d'objectif lors de l'imposition des mains. Il a fait plusieurs séries d'expériences avec un guérisseur d'origine hongroise, un certain Oscar Estebani, qui imposait les mains à des souris. Bernard Grade a appliqué le protocole expérimental classique, avec groupe témoin et à double insu. Pour éliminer toute référence possible à l'effet placebo, il a ensuite effectué plusieurs autres expériences avec des semences d'orge. Cette fois, le guérisseur imposait les mains aux bouteilles d'eau avec lesquelles on arrosait les semences. Ces expériences ont amené Bernard Grade à conclure qu'il émanait une certaine énergie des mains du guérisseur, sans y trouver d'explication. En 1981, dans le cadre de la série télévisée qu'il co-animait à la BBC, un scientifique britannique a répété une expérience typique visant à vérifier la présence de cette énergie, cette fois avec un guérisseur bien connu. L'expérience d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle les cultures de tissus. Ces deux flacons contiennent des cultures de cellules infectieuses qui s'agrippent à un substrat nutritif. Pendant cette expérience, Matthew Manning va imposer les mains à un flacon et je vais imposer les mains à l'autre flacon, même si je ne prétends pas du tout être un guérisseur. À la fin de l'expérience, on va remettre les deux flacons au scientifique qui va compter le nombre de cellules qui se sont détachées du milieu nourricier du flacon. Si vous ne voyez que les mains du scientifique, c'est parce qu'il travaille dans un hôpital ordinaire et que les expériences de ce genre sont si controversées qu'il préfère ne pas être reconnu. On a remis un flacon à Matthew Manning, et voici l'autre. Il va y imposer les mains pour tenter de répéter ce qu'un scientifique américain le dit capable de faire. Je vais faire de même sur celui-ci. Et à titre de contrôle, pour tenir compte de la faible possibilité que j'en sois capable moi aussi, nous avons un troisième flacon qui ne sera donné à personne. Nous allons ensuite mesurer les cellules dans les trois flacons. Matthew Manning, lui, qui est le sujet cible de l'expérience, eh bien, lui, c'est un sensitif, c'est-à-dire un médium, comme on dit en parapsychologie, qui avait été déjà un agent de poltergeist, qui a fait de l'écriture automatique, de la peinture automatique, et qui s'est livré après à des activités de guérisseur. Et c'est pour ça qu'on lui a demandé de collaborer pour cette expérience-là. L'expérience est supervisée par le physicien John Hasted. Une trentaine d'expériences de ce genre ont déjà été menées aux États-Unis. Dans 27 de ces expériences, tout à double insu, il y avait davantage de cellules mortes dans le flacon sur lequel Matthew Manning a imposé les mains que dans ceux des contrôles. Lorsque les 15 minutes sont écoulées, le professeur Hasted inscrit un code connu de lui seul sur chacun des flacons et il les remet aux scientifiques. Ce n'est qu'après avoir mesuré la concentration de cellules mortes qui se sont détachées dans chacun des flacons qu'il saura à qui correspondent les trois flacons. Les cellules vivantes restent collées à la paroi de verre du flacon, tandis que les cellules mortes s'en détachent et flottent dans la solution. On retire la solution qui contient les cellules mortes de chacun des flacons, puis on la mélange à une teinture et à d'autres substances chimiques. Le mélange est ensuite placé dans un spectrophotomètre dont la lecture correspond au nombre de cellules mortes qui se sont détachées de la culture. Cela se fait très rapidement. Le flacon codé LE, 1,127 unités. Le flacon codé N, 0,953 unités. Et le flacon codé TY, 1,110 unités. Le professeur Hasted peut maintenant dévoiler qui a imposé les mains à quel flacon et lequel a servi de contrôle. On observe que Matthew Manning, qui imposait les mains, est arrivé à ralentir le processus de dégradation des cellules de telle façon que on pouvait faire la différence avec la bouteille qui était devant Kit Pedler et l'autre qui était contrôle, une différence statistique près de 25% entre le résultat de Matthew Manning et celle des contrôles et de Kit Pedler. Je ne crois pas un seul instant que j'effectue une guérison.
Je dirais que je ne suis qu'un canal pour la guérison. Quelque chose passe par moi, je sers simplement de conduit. Je ne sais pas d'où cela vient ou comment ça fonctionne, je dis simplement, voici ce que je fais, vous pouvez en faire ce que bon vous semble. Mais je ne crois pas que c'est moi qui agis. J'ai même participé à une série d'expériences avec des médecins et j'ai constaté que les médecins penchent en faveur de la guérison. Ils ne contestent pas qu'une guérison se produise. Ils cherchent plutôt à déterminer s'il s'agit d'un effet placebo ou de la foi, ou s'il s'agit d'une interaction entre le patient et moi. Je pense qu'on est devant un moyen paranormal de stimulation d'un effet normal. Nous pouvons tous apprendre à mieux faire une chose dont nous sommes déjà capables, n'importe quoi. Nous sommes tous capables de guérison. Si je me coupe, la blessure va guérir, et de même si je me fais un bleu. Je possède des mécanismes réparateurs d'auto-guérison, mais ils fonctionnent bien en deçà de leur potentiel. Je crois que la guérison psy est un moyen paranormal de stimuler le potentiel d'auto-guérison d'une personne. C'est un message télépathique, si l'on veut, qui stimule parfois le potentiel de guérison de l'individu. Les débats sur les pouvoirs psy du cerveau soulèvent encore les passions. Au fil des décennies, quelques chercheurs, des psychologues et des physiciens surtout, ont tenté de cerner cette improbable possibilité, en recourant à des médiums, des personnes apparemment douées de dons ou de facultés particulières, des personnes chez lesquelles cet autre sens était amplifié en quelque sorte. Les résultats n'ont pas convaincu, mais il ne faudrait surtout pas conclure à l'inexistence de l'effet psy. Une autre approche, beaucoup plus discrète, voire banale, qui explore d'infimes anomalies, nous amène à des conclusions renversantes. 9000 boules, éjectées en l'espace de 12 minutes, viennent finir leur course à obstacles dans des godets où elles sont immédiatement comptées. Ce bouclier géant est la mascotte des 5 chercheurs de l'école d'ingénierie et de sciences appliquées de la prestigieuse université de Princeton, près de New York, qui s'intéressent aux anomalies. D'après les lois du hasard, les billes devraient se distribuer en une sorte de cloche parfaitement symétrique. Or, à tous les visiteurs, on demande de souhaiter que les billes aillent plus à gauche ou à droite. Autre type d'expérience, on demande au sujet d'influencer les fluctuations imprévisibles de la hauteur de ce jet d'eau. Les sujets sont tous des personnes ordinaires qui n'ont aucune prétention d'agir par la pensée sur la matière. Bon nombre de musiciens, de fous d'ordinateurs, de joueurs et même certains automobilistes sont persuadés qu'il existe entre certains instruments et nous des affinités électives. Si cette femme, sans trop savoir comment, influe de façon infinitésimale mais réelle sur les oscillations de ce pendule, alors cela signifie que les systèmes mécaniques ou informatiques, comme les générateurs de nombres aléatoires, peuvent subir des influences d'ordre psychique. C'est l'effet psy que rejette d'emblée la grande majorité des scientifiques d'aujourd'hui. C'est un peu comme si, électroniquement, la machine jouait à pile ou face avec des pièces de monnaie. À chaque essai, à chaque bip, c'est comme si elle lançait 200 pièces en l'air et qu'elle vous dise combien de pièces sont retombées sur face. On appuie sur un bouton et 30 secondes plus tard, la machine a débité au hasard 10 000 chiffres compris entre 1 et 200. La seule chose qu'on ait eu à faire, c'est de dire si on souhaitait qu'il soit en majorité au-dessus ou au-dessous de la barre de 100. Qu'on gagne ou qu'on perde ne signifie rien. L'important, c'est ce qui émerge du hasard pur quand des centaines de personnes ont joué ainsi des milliards de fois à pile ou face. Sur un nombre d'essais élevé, on devrait s'attendre à des fluctuations insignifiantes du type de celles qu'on voit ici. Cependant, nous avons observé que sur un très grand nombre d'essais, les fluctuations tendent à s'accumuler. À l'issue de plus de 10 années de recherche, les 5 personnes qui travaillent dans ce minuscule laboratoire arrivent à des constatations étonnantes. Premièrement, la volonté de l'opérateur infléchit de façon infime mais réelle le fonctionnement théoriquement aléatoire de ces machines. Deuxièmement, cette influence s'exerce quel que soit le type de machine et quelle que soit la distance. Enfin, l'influence exercée par un opérateur donné est reconnaissable. Est-ce à dire que chaque personne possède une sorte de signature, d'empreinte psychique? Peut-on parler de preuve?
Je n'aime pas beaucoup le mot prouver, mais je crois qu'on peut affirmer, en tout cas, que l'on a démontré l'effet psy. Au point qu'il me paraît difficile aujourd'hui d'en nier l'existence, tant elle est évidente. Si quelqu'un soulève une objection du genre « Vous n'avez pas pris garde à telle ou telle chose », ou bien « Le phénomène ne peut-il pas s'expliquer par telle ou telle influence extérieure ?» Nous examinons la situation et nous retournons le problème jusqu'au moment où nous sommes certains que cette influence n'existe pas. Et jusqu'à présent, aucun d'entre nous n'a pu fournir d'explication rationnelle à un phénomène que pourtant nous observons. Robert Jahn est un ingénieur spécialisé dans la propulsion plasmatique, la mécanique des fluides et la cinétique des gaz. Ancien doyen de l'université Princeton, il dirige maintenant l'école d'ingénierie. Pour moi, ce nouveau champ d'investigation apporte une dimension nouvelle, à mes yeux passionnante, à la recherche en ingénierie. Je veux parler de l'étude du rôle actif de l'être humain dans le fonctionnement du binôme homme-machine. Cela ouvre des horizons passionnants, je crois. Notre société devient de plus en plus dépendante de machines très sensibles, électroniques ou autres. Et dans une course effrénée, nous inventons des systèmes de plus en plus rapides, de plus en plus performants, de plus en plus petits, et partant de plus en plus fragiles. Et notre dépendance à leur égard s'accroît sans cesse. Et nous n'avons toujours pas abordé la question de savoir si ces systèmes informatisés, si tous ces engins électroniques, en un mot, si toute cette machinerie ultra sophistiquée, pourrait éventuellement devenir vulnérable, voir son fonctionnement normal s'infléchir sous l'influence de la personne humaine. Johnny, un adolescent américain typique. À première vue, il est en train de s'amuser. Mais en réalité, il fait de l'exercice. Un exercice bien particulier. Johnny est en train d'apprendre à contrôler son cerveau. Lorsqu'il avait 14 ans, on a constaté qu'il avait beaucoup de difficultés à se concentrer. Puis il a abandonné l'école et il a commencé à prendre de la drogue comme bien d'autres jeunes. J'étais complètement perdu. Je reprenais mes études, je faisais tout mon possible, mais j'avais encore de la difficulté à me concentrer. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. Dans cette clinique médicale de Los Angeles, Johnny apprend à se concentrer grâce à une technique appelée neurofeedback, qui vise à renforcer certaines ondes cérébrales. Des électrodes reliées à un ordinateur lui permettent de contrôler le déroulement du jeu par la pensée. Lorsque Johnny est immobile et bien concentré, le Pac-Man se colore et avance. Lorsque Johnny est tendu ou distrait, le Pac-Man s'arrête et disparaît de l'écran. Le but de cet exercice, apprendre à se contrôler uniquement par la pensée et améliorer la concentration. L'ingénieur électronicien Herschel Tumim a mis au point ces appareils en collaboration avec des neuropsychologues. Au début, il était très sceptique. Je ne crois pas à ce genre de choses, mais je suis ici avec ces jeunes. Je les vois qui changent et c'est remarquable. Je ne peux pas l'ignorer. Après 6 mois de thérapie, Johnny a obtenu des résultats tangibles. Maintenant, je vais très bien. Je suis régulièrement le traitement depuis quelques mois et je peux me concentrer. Mes ondes cérébrales sont comme celles d'une personne normale. Je vais continuer encore quelques temps et bientôt, je pourrai cesser le traitement et revenir seulement de temps à autre. Mais comment s'y prend-il? Mais comment fait-on pour aller à bicyclette ou mettre la main dans la bouche? Qui sait? Nous n'avons pas d'explication. Tout ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne.